Salut Cédric. Salut Julien. Bon, c'est un plaisir de te revoir enfin en vidéo. Donc Cédric, c'est un investisseur spécialiste des parkings et des box et de la colocation moto, du boxage. Voilà, tu officies principalement sur Paris et sa région parisienne. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé, combien de projets tu as et puis combien de loyers tu encaisses par an, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé en fait l'investissement en 2015 et aujourd'hui, je possède au travers une SCI, donc une société civile immobilière, une trentaine de places environ sur Paris Intramuros et la couronne parisienne. Et donc, il y a un panel différent. Il y a des places pour voitures, des places que j'ai achetées, que j'ai pu faire boxer, des box que j'ai achetées, voilà, tout fait et également des places pour voitures un petit peu particulières que j'ai pu adapter pour faire du stationnement partagé pour moto. Et ça, globalement, c'est une stratégie qui est quand même particulièrement intéressante et encore plus actuellement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er septembre 1er septembre 2022, le stationnement est réglementé et payant maintenant à Paris. Et donc là, on a quelque chose d'intéressant concernant cette stratégie de la colocation moto. Et ça représente à peu près 40% du parc que j'ai en gestion. Ok, et en termes de loyer, ça donne quoi alors? Alors en termes de loyer, là en ce moment, je suis en train de finaliser avec le comptable le bilan 2022 et je suis à peu près à 37 000 euros de chiffre d'affaires brut sur l'ensemble du parc locatif. Et donc moi j'ai des crédits de remboursement, j'ai bien évidemment des charges qui sont liées à l'ensemble des copropriétés, plus les impôts divers et variés. Aujourd'hui, une fois que tout est réglé, il me reste environ une rente de 1 000 euros par mois à peu près. Bon bah super, bravo d'avoir construit ce patrimoine en quelques années. En quoi ça change ta vie d'avoir ces parkings? En fait, ça donne un sentiment de sécurité et aussi de contrôle, puisque du coup, c'est moi qui gère les parkings. Actuellement, je continue de le faire parce que ça me prend pas un temps fou, et en plus donc de ce que je fais professionnellement, j'arrive à pouvoir gérer les deux. C'était quoi ta question? Excuse-moi. En quoi ça change ta vie? Ah pardon, en quoi ça change ma vie? Ça me donne plus de sérénité, de sécurité, en fait, tout simplement parce que, comme je disais, donc ça me donne plus de contrôle et également aussi de transmission. C'est bête, mais voilà, c'est un patrimoine qu'on se constitue et c'est des choses qui sont liées à la pierre. Hein. C'est donc a priori, ça changera pas. Enfin, demain, si j'ai besoin de vendre quelque chose, je peux le vendre. Si je veux louer à telle ou telle personne, c'est moi qui ai le contrôle de ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'échappe entre guillemets. Et rien que ça, pour avoir voulu faire des investissements autres, où là, je me suis assez vite confronté à des choses où je n'avais pas le contrôle et on est totalement tributaire des autres. Et généralement, entre guillemets, quand les choses nous échappent, vous pouvez être sûr que par contre, ça échappe pas à celui ou celle qui a le contrôle. Et la personne qui a le contrôle de quelque chose pour lequel vous avez investi commencera toujours par se rémunérer d'abord elle et ensuite elle pensera aux autres. Ça, faut pas l'oublier, ce truc-là. Oui, Et quand il y a un problème, quand il y a des pots cassés, généralement celui ou celle qui paye, c'est le petit investisseur. Ça, c'est par rapport de souvenirs, à d'autres types tu avais investi dans l'éolien ou du solaire et du coup, oui. c'était une pyramide de Ponzi, donc ça s'était mal passé. Ouais, tout à fait. 5 000 euros qui sont partis en fumée. Voilà. Plus des frais que j'avais commencé à engager auprès d'avocats. Donc en gros, dans cette histoire-là, c'est 6 000 euros qui sont partis. Voilà. Je les aurais donnés à quelqu'un dans la rue ou une association caritative ou n'importe. Ça aurait été beaucoup plus utile. Donc l'avantage de l'immobilier, effectivement, comme tu disais, c'est le côté pierre, solide, tu peux le visiter et il y a quand même une sécurité réglementaire de transfert de droits de succession qui sont gérés par les notaires. Et ça, effectivement,
voilà, dans un état de droit comme la France, on peut pas enlever ça et ça apporte de la sécurité. Alors pour préparer notre entretien, j'ai envoyé un petit sondage en fait à mes lecteurs et donc je remercie tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Il y a 4 grands sujets de difficultés que les lecteurs rencontrent, donc on va parler de ça. La première grosse inquiétude des gens qui ont répondu au sondage, en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve une bonne affaire sur Paris, et notamment les gens cherchent des lots rentables parce que quand on achète en lot, ça diminue les frais de notaire. Donc la question qu'ils m'ont posée, donc je te repose, c'est est-ce que c'est la bonne stratégie d'acheter des lots dans les grandes villes de France? Ou est-ce qu'il y en a une autre stratégie qui fonctionne mieux? Ouais, alors les lots, c'est vrai qu'au départ, moi j'ai eu cette idée-là, mais le problème c'est qu'on en trouve très très peu sur Paris et même en couronne parisienne. Il y a très peu de lots et qu'au final, quand on regarde déjà l'enveloppe, il faut tout de suite un demi-million d'euros ou 1 million d'euros pour acheter un plateau. Donc moi personnellement, si vous les avez, c'est super, mais moi je les ai pas, donc pour moi c'est pas accessible. Et puis quand on ramène à l'unité le prix d'un parking dans un lot, on pourrait penser que on va bénéficier d'une décote, le fait d'acheter comme ça plusieurs dizaines de places d'un coup. Mais en fait, quand on fait le calcul et quand on compare au prix moyen du marché, on s'aperçoit qu'on est exactement soit dans la moyenne du prix à l'unité, soit voire même parfois plus cher que le prix à l'unité. Donc ça n'a pas réellement un grand intérêt en dehors du fait effectivement peut-être d'avoir suffisamment d'argent et puis de se dire au moins j'ai un rendement qui est plus faible mais la gestion est relativement simple et du coup je m'embête pas à chercher plusieurs lots, plusieurs affaires. J'en prends une et puis c'est un investissement parmi d'autres, mais là on s'adresse à un profil d'investisseur qui est relativement aguerri et surtout s'il n'est pas aguerri en tout cas qui a des capacités financières certaines. Alors comment on fait quand on débute dans les parkings et qu'on est en région parisienne ou lyonnaise ou qu'on habite dans les Alpes-Maritimes par exemple? Oui, pour les grandes villes, en fait, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y a aussi le profil du vendeur. Ce qui est important, c'est qui vend. Autant donc les lots on en trouve très peu, autant quand on commence à regarder au niveau, on fait des recherches de vente de parking et là on voit que tous les parkings à l'unité, en fait c'est 98% des annonces quoi. Et on a affaire la plupart du temps, dans la très très grande majorité des annonces à des particuliers. Et généralement ce sont des particuliers qui vont se retrouver soit avoir investi dans une place pour leur propre stationnement, puis à un moment donné ils changent de vie et ils n'ont plus besoin de cette place, donc du coup ça n'a pas grand intérêt pour eux, ils ne peuvent pas non plus la mettre en location, ça les intéresse pas de faire ça. Soit ce sont des personnes qui peuvent hériter aussi parfois. Alors souvent d'ailleurs à Paris ce qui se passe c'est que de plus en plus on a des appartements qui avaient une place de parking et puis en fait l'appartement se vend mais sans la place de parking et du coup ils se retrouvent avec une place de parking dont ils ont hérité. Ils sont peut-être à 500 km et ce qui se passe aussi souvent, c'est que les agents immobiliers, eux, ils ont si vous voulez, ils se démènent beaucoup pour un appartement parce qu'ils ont une commission qui est quand même en relation de l'enveloppe de vente. Et pour un parking, en fait, c'est beaucoup moins intéressant pour eux et ils sont obligés de faire des visites. Enfin, c'est un travail quand même qu'il faut faire, comme pour. Alors, c'est un peu plus simple qu'un appartement, mais c'est quand même du temps. Sauf qu'à la fin, leur commission est beaucoup moins importante. Donc généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font bien les efforts qu'il faut pour les appartements, mais pour la vente de parking, quand ils se retrouvent juste ensuite avec un parking tout seul, en fait, ça traîne. Et puis à un moment donné, les particuliers se retrouvent à être obligés de gérer tout seuls la vente de leur parking. Sauf que s'ils sont loin ou qu'ils ont déjà changé de vie, vous vous rendez bien compte que la logique de vente n'est plus la même. Donc on a beaucoup d'annonces, en tout cas la majeure partie du temps ce sont des annonces de parking à l'unité. Donc bien évidemment dans le lot il y a des choses intéressantes, il y a des choses
sont pas intéressantes. Il y a des vendeurs qui sont mûrs, d'autres qui sont pas mûrs du tout. Donc après, c'est comme tout. Hein, il faut savoir un petit peu trier pour faire son marché et ensuite, bien évidemment, procéder aux visites et puis savoir exactement ce qu'on veut faire aussi, donc les différents types de stratégies que l'on peut, en tout cas que moi j'ai utilisé. Donc si je résume, on a obtenir plus de rendement. Les lots, on laisse tomber, il n'y en a pas assez. La majorité des parkings dans les grandes villes, ce sont des emplacements qui sont vendus à l'unité. Et dans cette masse-là, on a des bonnes affaires, en tout cas meilleures que les lots, dans lesquels on peut piocher et aller trouver. Donc ça rejoint la deuxième question la plus posée et au niveau des difficultés. C'était effectivement comment est-ce qu'on analyse le marché, la demande locative, parce que effectivement d'un quartier à l'autre, on sait que ça peut se louer, ça peut pas se louer. On m'a demandé comment est-ce qu'on peut fixer on fixe un loyer. Il y a des gens qui ont peur de s'éloigner de Paris ou d'aller dans les banlieues de Lyon ou de Marseille, etc. Du coup, est-ce que on peut acheter n'importe où et puis quelles stratégies aujourd'hui peuvent être intéressantes, les produits qu'on peut rechercher pour investir? Alors, déjà, sachez qu'à partir du moment où vous êtes intramuros d'une grande ville, généralement, a priori, vous pouvez investir n'importe où puisqu'il y aura une demande de stationnement. Alors après, il y a un critère qui est intéressant, c'est déjà savoir quelle est la réglementation dans la ville. Ça veut dire, est-ce que tout est payant ou certaines parties sont encore gratuites. Après, si tout est réglementé et payant, la messe est dite, tout est payant. Donc après, ok, peut-être on paye un peu moins cher, encore ça dépend en surface, mais des fois, sur un mois, à payer 10 € de plus ou 15 € de plus, vous avez une place en sous-sol qui est protégée. Il n'y a pas de débat, quoi. Puis en plus, vous tournez pas dans le quartier pour trouver une place. Vous arrivez, votre place, ça vous attend. Donc pour se sécuriser, là, centre-ville plutôt, des grandes villes, ça, il n'y a pas de souci. Les centres historiques, et puis effectivement, plus on s'éloigne, plus ça peut devenir compliqué en termes de demande locative. Et donc là, il faut faire le tri avec certains. Après, il ne faut pas se leurrer. Dans ces quartiers-là, vous avez également des prix moyens de stationnement qui, à la vente, sont également beaucoup plus chers. Parce que les vendeurs, ils ne sont pas fous. Ils savent aussi qu'il y a une pénurie de stationnement sous-sol. Donc ça a tendance à bien évidemment faire augmenter le prix de vente. Mais vous avez aussi derrière, vous passez une annonce. C'est le diable, c'est bien le diable si 48 heures ou 72 heures après, si vous n'avez pas eu déjà un ou deux contacts, ça va très vite. C'est ça aussi après. Donc après donc ça me fait ma transition sur la troisième question qui était sur le prix et les rendements. Donc il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé m'ont dit que c'était compliqué de calculer les rendements. Donc on va pas refaire une vidéo là-dessus, mais il y a un outil que je donne gratuitement en échange d'une adresse mail, ça s'appelle Rentagarage 1. Donc les liens sont sous la vidéo. Donc les personnes qui ont du mal à calculer des rendements bruts net d'impôts, ou les cash flows par exemple, il suffit de télécharger l'outil. Donc je vous invite à cliquer dessous. Alors, est-ce que tu peux nous donner, alors on se doute bien que quand on achète des places très très bien placées dans les centres historiques, on va avoir des prix qui vont être élevés, des loyers qui vont l'être autant, mais le rendement, le rapport entre le loyer et le prix, ça va pas être forcément génial. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette d'objectifs de rendement sur lesquels on peut se baser pour investir? Est-ce que on y va à 4% net, 6% net, 8% net, et puis éventuellement une ou deux techniques pour améliorer ce rendement dans les grandes villes? D'accord. Moi, je pars du principe que ce qui est intéressant, c'est quand même d'être aux alentours des 8% net. D'accord. C'est des nets de charge. Pas forcément, c'est avant impôt, mais net de charge quand même, hein, de taxes foncières et de charges de copropriété. Pourquoi 8%? Alors 8% c'est une moyenne. J'entends par là que si vous voulez investir sur fonds propres, si par exemple vous avez un petit peu d'argent et vous savez pas trop quoi en faire, ou que le rendement des livrets A et autres livrets rémunérés à moins de 1%, vous en avez un petit peu marre. À ce moment-là, vous sortez cet argent et effectivement investir dans un stationnement et sur fonds propres obtenir déjà, on va dire 6 ou 7% net. Franchement,
ce sera vachement plus sympa que de le laisser sur le livret, hein. Vous verrez la différence très très vite et puis en plus vous commencez à vous constituer un patrimoine. Donc c'est quand même bien sur les deux points. Ensuite, si vous êtes sur une logique d'investissement avec le crédit, à ce moment-là, il est préférable d'essayer en fait de cibler des affaires qui soient supérieures à 8%, c'est-à-dire entre 8 et 12%. Pourquoi? On peut partir du principe que quand on est aux alentours des 10% nets, on va être sur quelque chose qui va être autofinancé. D'accord? Ça veut dire que là, globalement, tout est pris en charge par la location, tout est remboursé, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges de fonctionnement et le remboursement du crédit. Alors attention, je mets un petit bémol sur le crédit, il y aura une durée minimale en dessous de laquelle il sera compliqué d'être à l'autofinancement, même si vous êtes aux alentours des 10% net. Ça veut dire qu'il faudra quand même essayer d'investir sur des crédits à partir on va dire entre 12 et une vingtaine d'années, d'accord? Donc alors après ça, c'est la négociation au niveau des banques. Il faut voir ce qu'elles sont prêtes à vous prêter, combien et sur combien de temps également. Mais sachez que en dessous d'une douzaine d'années, 12-13 ans, ça va être compliqué d'être à l'autofinancement. L'astuce peut être de faire un mixte, un cocktail entre j'ai un peu d'argent de côté, mais j'ai pas forcément envie de mettre tout cet argent sur un investissement pour faire un investissement que d'un seul parking par exemple, mais je peux faire un apport de peut-être 20 ou 30% du montant d'investissement et faire financer le reste par la banque. Du coup, même si j'ai un rendement qui est entre 8 et 10%, avec un peu d'apport, je peux équilibrer l'ensemble de cet investissement pour qu'il soit à l'autofinancement. Ça veut dire que du coup, si je vais prendre juste un exemple tout bête, mais j'ai 10 000 euros, au lieu de mettre 10 000 euros sur une place et puis après c'est fini, j'ai plus de sous devant moi, peut-être je peux acheter 2 ou 3 places en faisant à chaque fois un apport de 3 000 euros, ce qui me permet d'être à l'autofinancement sur ces 3 emplacements. Sauf que j'ai pas qu'un seul emplacement qui pour le coup, lui me rapporte tout de suite de la trésorerie positive à la fin de chaque mois, puisque je n'ai aucun crédit à rembourser, j'ai rien du tout. Mais par contre, je n'ai qu'une place, alors qu'avec le financement, ok, je gagne pas d'argent tout de suite, puisque je rembourse des crédits, mais je suis propriétaire potentiellement de 3 places tout de suite, ce qui me permet de faire grossir plus vite mon parc locatif. Une des questions aussi qui revenait, c'était des rendements qui seront un peu différés plus tard. C'était de savoir, il y a pas mal de banques qui proposent des crédits consommation pour investir dans l'immobilier. Alors, est-ce que tu as fait appel ou pas? Non, non, parce que les crédits à la consommation, le problème c'est que déjà normalement, là on s'adresse à un bien qui est dans une catégorie immobilier. Donc à partir du moment où c'est de l'immobilier, c'est du financement qui est lié c'est un crédit immobilier, c'est pas un crédit à la consommation. Si vous prenez un crédit à la consommation, c'est double peine. D'abord parce que vous ne pourrez pas avoir des crédits qui vont être au-delà, je sais plus, c'est 7 ou 8 ans, je sais plus c'est combien, mais en tout cas c'est limité en durée. Donc déjà, comme je vous l'ai dit initialement, si vous n'arrivez pas à négocier au-delà de 12 ans la durée, à partir de 12 ans et plus, de toute façon, pour être à l'autofinancement, ça va être très compliqué, ou alors il va falloir de mettre un apport beaucoup plus conséquent, ce qui va également vous limiter au niveau de la possibilité d'investir plus rapidement, plusieurs fois de suite, en tout cas dans un laps de temps relativement court. Et puis les taux le taux d'intérêt d'un financement à la consommation est sans commune mesure avec celui d'un crédit immobilier. Donc de toute façon, c'est pour ça, c'est double peine. Un, vous aurez moins de temps pour rembourser, et deux, les remboursements seront sur un taux d'intérêt beaucoup plus important. Donc impossible d'être à l'autofinancement, très compliqué quoi. Enfin non, pas intéressant. Autre question, par rapport à tes partenaires bancaires, tu bosses avec une banque, 2 banques, 3 banques Alors, moi, je suis concentré sur une seule banque. Maintenant, j'ai tenu un discours, moi, dès le départ, comme quoi je cherchais un partenaire financier parce que je voulais réaliser plusieurs investissements. D'ailleurs, à tel point qu'à un moment donné, j'allais trop vite, ils ont pris peur et ils ne voulaient plus me financer. Pourtant, les opérations que je leur présentais étaient des opérations qui étaient rentables à chaque fois. Et en plus, je commençais à avoir un petit peu de trésorerie positive qui finalement donnait de la sécurité également finalement aux banquiers, aux prêteurs. Mais le souci, c'est que j'allais un petit peu trop vite pour lui et du coup, ils ont commencé à prendre peur et ils m'ont bloqué.
Et là, il a fallu en fait que je fasse jouer la concurrence. Et c'est en faisant jouer la concurrence, tout simplement. Je me suis servi de la concurrence pour trouver un plan B, parce que je voulais continuer d'avancer, j'avais besoin de financement. Et une fois que j'avais trouvé un plan B, un autre partenaire qui était prêt à me suivre, je suis retourné voir ma banque et je leur ai dit, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'ai envie de continuer avec vous, mais vous me bloquez. Là, j'ai une autre banque qui est prête à me suivre. En revanche, par contre, elle veut que je travaille essentiellement avec elle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, ça permet de pouvoir discuter avec son partenaire financier et j'ai pu continuer de cette manière-là. Mais c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ah bah ça non, mais en tout cas voilà, c'est très important comme tu dis de trouver un partenaire plutôt que de faire le tour des banques et puis de papillonner à droite à gauche. Et alors ce que tu n'as pas dit pour l'instant, c'est que la SCI que tu as créée, en fait, elle a un système d'imposition un petit peu particulier puisque tu as choisi l'option de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que tu penses que ça aide en termes de financement? Alors, je pense que ça aide en termes de financement à partir du moment où on montre quand même qu'on sait gérer, que derrière on fait des investissements qui sont rentables et que la trésorerie que l'on a qui passe au travers cette société est gérée de manière en bon père de famille, quoi. C'est pas ça, c'est important. C'est aussi ce qui compte au-delà du véhicule d'investissement qu'on utilise, que ce soit en nom propre ou au travers d'une structure type SCI ou même société. Je pense que c'est surtout l'attitude et le comportement qu'on a aussi sur le moyen et le long terme. Ça, c'est votre partenaire de toute façon financier, il apprend aussi à voir comment vous vous comportez par rapport à ça, mais c'est à vous aussi de le rassurer par rapport à une vision que vous avez et un projet d'investissement. C'est quoi votre projet, quoi? Là, on a l'impression, tu vois, c'est mon projet, tu vois, mais c'est quand même, c'est important parce que si vous arrivez et que finalement vous savez pas où vous allez, que vous avez juste des chiffres à présenter, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors moi je compléterai ta réponse, je suis 100% d'accord avec toi. Le côté IS pour moi apporte quand même un report de la fiscalité dans le temps, c'est-à-dire qu'on va être très peu taxé quand on détient les biens et beaucoup plus par contre en termes de plus-value quand on va les revendre. Et on sait bien que quand on utilise l'effet de levier du crédit, c'est quand même bien de pouvoir garder la trésorerie dans la SCI plutôt que de le donner en impôt et quitte à payer plus d'impôts plus tard. Et puis moi ce que ma banquière aussi m'a dit en plus de ce report de fiscalité qui est intéressant, c'est que les comptes sont validés par un expert comptable, tu l'as dit en début d'interview, et donc ça apporte aussi une crédibilité parce que on peut pas pipoter les chiffres contrairement à certains qui montent des faux dossiers ou des choses comme ça. Quand même le côté cabinet comptable rassure les banques. Bon, le financement, on a fait une petite digression parce que c'était la quatrième question, le quatrième point de blocage qui était... Je peux apporter juste un point par rapport au statut IS, impôt sur les sociétés. Moi, il y a quelque chose qui m'a complètement fait changer de vision et qui m'a fait prendre ce statut, cette imposition sur les sociétés. C'est le fait que les frais d'acte, tout ce qui est frais de notaire, qu'on appelle communément les frais de notaire, vous pouvez les intégrer dans votre bilan et donc ça rentre pas en chiffre d'affaires mais en charge. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas imposé à la fin de l'année. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans une stratégie d'achat répété, parce que moi c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai appliqué, c'était le fait, je me suis rendu compte qu'en fait que de toute façon les lots, il y en avait très peu et que de toute façon ils n'étaient pas accessibles. Moi j'avais pas les sous, j'avais pas 1,5 million ou 1 million d'euros à investir, c'était pas possible. Donc je suis parti dans cette stratégie de me dire il y a énormément de place à l'unité, super, donc c'est là-dedans qu'il va falloir que je trouve le moyen de faire quelque chose et de trouver les bonnes affaires. Sauf que l'objectif pour que ça devienne intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas à une. L'idée c'est de faire 5, 10, 15, 20, 30, 50, autant de fois que vous voulez. Par contre, le gros avantage c'est quand on est à l'impôt sur les sociétés, les frais de dossier sur les petites transactions immobilières sont très importants. Et ça rentre en déduction de votre imposition. Du coup, ça permet même, quand vous investissez régulièrement 1, 2, 3 fois par an,
de créer un déficit finalement sur le plan de la fiscalité. Non seulement vous payez 0 euros d'impôt sur la première année où vous avez fait plusieurs investissements répétés, mais si vous en faites de plus en plus, eh bien vous reportez finalement ce déficit d'impôt sur les années à venir. Si bien que moi, j'ai commencé à payer des impôts qu'au bout de 5 ans. Les 5 premières années, j'ai payé 0 impôt et tous les sous qui restaient dans la société m'ont servi à pouvoir réacheter d'autres parkings. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça fait en fait, l'effet boule de neige. C'est-à-dire que ça, plus les dépôts de garantie, plus l'économie d'impôt, le report de fiscalité et l'absence d'impôt sur les sociétés les premières années, effectivement, ça te permet d'avoir du cash dans la SCI et de pouvoir faire des apports et de lever de plus en plus de financement. Donc c'est vraiment, comme tu dis, voilà, une boule de neige, un cercle vertueux pour doper les investissements, quoi. Du coup, donc en termes de rendement, donc tu nous as dit en dessous de 6% net, on ne regarde pas, objectif 8%. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est colocation moto, boxage, des choses qui permettent d'avoir justement des rendements supérieurs à 8%? Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça va être quand même assez rare de trouver une place pour laquelle tout de suite vous avez entre 8 et 10%. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais ce n'est pas la règle. D'accord, ça se saurait si c'était aussi simple. Donc il faut trouver le moyen d'augmenter le rendement de votre investissement locatif. Bon, pour ça, moi j'utilise 3 stratégies qui parfois de toute façon se recoupent un petit peu aussi. La première chose, c'est la négociation. Il faut savoir négocier. L'ensemble des places que j'ai achetées, à part vraiment peut-être 2 ou 3 où j'ai acheté au prix parce qu'en fait le prix était déjà très intéressant, mais encore une fois c'est pas la règle, hein. C'est ce qui va passer peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans, hein. Il faut savoir saisir l'opportunité, donc d'où l'avantage de bien connaître son marché aussi pour tout de suite savoir que ça, faut y aller tout de suite, faut pas attendre, faut prendre rendez-vous, faut tout de suite et faut venir avec le petit papier qui va bien pour dire bah moi je vous l'achète, je discute pas, ça me va, je suis content comme ça. Donc voilà, faut pas hésiter. Mais ça c'est pas la règle. Sinon après en dehors de ce type de cas de figure, bah, la négociation, c'est aussi savoir à qui on a affaire, ce que j'expliquais un petit peu au départ. C'est quoi le profil du vendeur? Il y a des vendeurs où vous savez que ce sera même pas possible de négocier quoi que ce soit parce que c'est trop tôt, soit parce qu'ils ont un profil ou une situation qui fait que c'est du bon sens. Par exemple, je sais pas moi, un jeune qui vient de changer de vie et qui a acheté sa place de parking par crédit, il l'a acheté il y a 2 ans. Bah, vous avez beau le saigner, s'il a un crédit à rembourser, il pourra pas vendre trop à perdre, c'est pas possible. Après, il y en a d'autres, ils héritent ou bref, où ils ont une place, ça leur fait ni chaud ni froid, ça dépend des gens. Sinon, moi, ce que j'utilise en dehors de la négociation, c'est bien évidemment la possibilité de transformer les places ouvertes en box. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça nécessite forcément de faire un petit peu de travaux, d'obtenir quelques autorisations également quand on est en copropriété. Mais par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle puisque derrière, on augmente immédiatement la valeur de l'emplacement et on augmente également le coût, la valeur de location. Donc, on gagne sur les 2 tableaux, la valeur à la revente et la valeur à la location. Sachant également que généralement, le coût des travaux fait que l'augmentation qui est générée tout de suite, la valorisation du bien, couvre largement plus de 2 fois l'investissement en travaux. Donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu réaliser qu'à 2 reprises. C'est pas la chose la plus simple, mais par contre c'est vraiment intéressant. Et si j'avais pu le faire plus de fois, je l'aurais fait. D'ailleurs, je continue de chercher, parce que ça, c'est des opérations intéressantes. Et sinon, l'autre manière de maximiser les rendements, c'est la colocation pour moto, c'est-à-dire de trouver des places qui ont une situation particulière dans le parking, et pas dans n'importe quel parking non plus, parce qu'il y a des parkings qui sont plus ou moins adaptés pour faire ça, et où là, on va pouvoir diviser en 3, 4, 5, pourquoi pas plus, après ça dépend de la configuration de la place, on va pouvoir diviser donc une place voiture en plusieurs places pour moto. Alors là, il faut savoir que globalement,
ça commence à être intéressant qu'à partir de la 3e division. Si on ne peut pas diviser au moins 3 places de stationnement, c'est pas très intéressant parce que globalement les 2 premières places moto vont revenir au rendement qu'on aurait pour un véhicule, pour une voiture. D'accord? Donc on comprend que c'est à partir simplement du 3e lot que l'on peut, enfin du 3e stationnement que l'on peut mettre en place, qu'on va commencer à avoir un rendement supplémentaire. Donc ça effectivement c'est quelque chose qui par contre peut aisément faire passer sur le papier un rendement de 4% net à 8 ou 10%. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé vraiment très régulièrement. Et en plus, là, c'est encore plus d'actualité parce que moi, quand j'ai commencé à le faire, la réglementation en surface pour le stationnement moto, en tout cas à Paris, était gratuit. Et depuis le 1er septembre 2022, c'est payant. Et là, je peux vous garantir que moi, les délais de remise en location quand j'ai un locataire sortant, ça a été divisé par 2 ou par 3 par rapport à avant. Donc là, moi, quand je passe une annonce maintenant, je peux vous dire que ça ne se bouscule pas, mais presque. D'accord? Donc ça a changé complètement la donne. Et il faut savoir également que là, moi, j'ai les derniers chiffres. Depuis maintenant, ça va faire 5 mois que ça a été mis en place, mais rien que sur les 3 premiers mois où ils ont passé la réglementation, enfin le stationnement moto payant, ils ont généré plus de 200 000 amendes. Donc au départ, si vous voulez, il y a eu une espèce d'effet d'annonce où j'ai senti que les gens appelaient un peu plus, et puis très très vite après, ça s'est tassé derrière, c'est revenu presque à la normale. Je me suis dit tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, je pense qu'ils se prenaient pas toujours tout au départ, tout au début, ils prenaient pas de PV sur le premier mois ou pas trop, et après ça s'est mis en place et ça a été l'avalanche. Et là j'ai entendu vraiment le téléphone ou en tout cas les mails ou quoi venir de plus en plus récurrent avec toujours et j'ai eu plusieurs fois je stationnais quelque part, jusque là j'étais passé au travers des gouttes et là en une semaine je me suis pris 2 PV, donc je cherche une place, quoi. Donc ça fait partie des évolutions du marché effectivement qu'on voit dans les grandes villes où le côté voiture a tendance à diminuer un petit peu au profit des 2 roues, du déplacement à pied ou en transport en commun. Après voilà, on ne pourra pas supprimer tous les usages de 4 roues ou 2 roues parce que les transports en commun c'est pas suffisant. Mais en termes d'évolution de marché, c'est vachement intéressant. Au niveau des prix, parce que voilà, tu avais arrêté de chercher les 2 dernières années des parkings, là tu t'y es remis et tu sens que le marché en fait est en train de changer au niveau prix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé à investir en 2015 et en 2015, on était un peu, en tout cas pour le marché des parkings. Je pense qu'on était en bas, vraiment en bas, au creux les vendeurs avaient complètement, entre guillemets, perdu la main. C'était vraiment les acheteurs qui avaient la main. Et du coup, j'ai pu, d'ailleurs, sur 2015-2016, c'est là où j'ai fait le plus d'investissement. Et après, à 2017, ça a commencé un petit peu à se réduire parce que je sentais que les prix remontaient, que les vendeurs devenaient un petit peu plus, voilà, la négociation était un petit peu plus compliquée. Et puis 2018, ça a monté encore. Et 2019, après, il y a eu l'histoire du Covid, enfin des crises sanitaires et tout ça. Et en fait, déjà, courant 2018, le marché commençait vraiment à être en phase d'accélération au niveau des prix. Les vendeurs reprenaient complètement confiance en se disant ouais, moi j'ai enfin le moindre truc c'était c'est un truc super et tout, non je le lâche pas comme ça, etc. Donc il y a une espèce d'euphorie à nouveau et là je sens que ça a plafonné de toute façon là jusqu'en alors 2019 avec Covid, 2020 ça a été de toute façon ces années-là ça a été bizarre, ça a été une espèce de flottement bizarre, donc on peut les mettre de côté. Après 2022 là c'était encore complètement sur le haut du panier, mais avec déjà justement les gens ont commencé à comprendre que ça devenait complètement délirant, les prix étaient délirants, c'est-à-dire que là c'était là, quand on vous sortait, mais il y a 3% net de rendement, mais réfléchissez pas, signez tout de suite parce qu'à 3%, il n'y a rien à 3% en ce moment, donc c'est une super affaire. Non, je suis désolé, non, c'est pas une bonne affaire du tout à 3%. Donc dans ces cas-là, faut rester sage, faut simplement attendre. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien voilà, le marché a tellement surchauffé, les taux de crédit remontent, les crédits sont moins faciles à obtenir pour ceux qui savent pas comment présenter les choses. Et puis qu'est-ce qui se passe?
bah, les vendeurs, ils veulent tenir leur prix, sauf que les acquéreurs derrière, bah, ils sont de plus en plus frileux pour se dire bah, j'achète au prix fort parce qu'ils sentent bien que le marché est en train de se tasser, que c'est de plus en plus difficile d'obtenir les crédits. Là, je parle pour le côté habitation, mais comme ça bloque à ce niveau-là, bah, ensuite, ça a également une incidence bah, sur le marché qui est en sous-sol, hein, qui concerne les parkings, qui est lié aussi quand même, qu'on le veuille ou non, aux habitations, bah, voilà, aux personnes qui investissent ou qui vendent. C'est lié hein, de toute façon. Et donc là, effectivement, depuis septembre 2022, on sent que c'est vraiment arrivé au plafond et là, ça y est, c'est en train de se retourner puisque là, je constate que les prix non seulement commencent à descendre sur les annonces, donc là, on le voit physiquement maintenant, concrètement sur les annonces, mais psychologiquement, certains vendeurs sont en train de paniquer légèrement puisque y en a qui maintenant sont aptes à discuter tout de suite, voire même là je signe là le 30 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, je signe un parking que j'ai trouvé, tenez-vous bien, je le sors à 11 500 €. Ça faisait des années que j'avais pas vu une place que j'avais pu sortir à ce prix-là. Paris Intramuros dans le 15e, hein, je suis dans le 15e, c'est pas voilà, c'est quand même et donc ça il y a 3 ans. Ce vendeur-là, à mon avis, même en étant sur le bas du marché, c'est une place qui se négociait 17 000 €. Donc là, on commence à avoir vraiment, certains vendeurs commencent un petit peu à paniquer parce qu'ils s'aperçoivent que le marché baisse, que les vendeurs reprennent la main, donc commencent à nouveau à dire ouais mais non moi à ce prix-là j'achète pas, par contre je vous donne tel prix, telle offre, etc. Quand on tombe sur des vendeurs qui eux, et ce qui est le cas moi de la personne qui me vend, elle a changé de vie, elle change de vie, elle est en train de changer de vie, elle a investi pour partir en province, d'accord? Et son appartement a été vendu, sa place de parking n'est pas vendue. Et elle était dans une logique où son appart, elle l'a bien vendu, elle a sa marge, elle a largement de quoi réinvestir et payer son logement là où elle va. Son parking, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Bah, je pense que c'est une personne que je ne sais plus, je crois que j'ai discuté, qui a investi il y a une quinzaine d'années. Globalement, elle le vend. Je pense qu'elle le vend le prix que ça lui a coûté il y a une quinzaine d'années en se faisant peut-être une petite marge et encore je ne sais même pas. D'accord? Donc elle s'en fiche, elle laisse partir la place. Ce qu'elle veut, c'est tomber sur quelqu'un qui lui fait pas une fausse promesse, qui lui dit ok moi j'achète, c'est parti, on y va, on va signer devant chez le notaire et il n'y a pas de souci, et elle veut que ça se passe bien et vite, c'est tout. Hein. Après parfois on tombe sur des personnes qui comprennent si vous voulez, qui prennent les devants, qui sont tenues également par des délais et qui n'attendent pas après ça va pas leur changer leur vie ça si vous préférez. Donc à ce moment-là, par contre c'est à nous en tant qu'acquéreurs de bien savoir où on est, c'est quoi le marché, qu'est-ce que ça vaut et est-ce que je peux prendre ma décision rapidement et qu'est-ce que je vais faire de cette place derrière. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux voilà, et c'est quoi le rendement? Je me projette dans quoi? Bon, si on n'a pas nous ces chiffres-là, bah comment savoir si le prix qu'on me propose est intéressant? La première chose. La deuxième chose, est-ce qu'effectivement ça va se louer? Bon. Voilà, donc connaître son marché à nouveau. Et qu'est-ce que je vais faire de cette place? Est-ce que je peux maximiser le rendement de cette place ou pas? Si oui, qu'est-ce que je peux utiliser comme stratégie? Qu'est-ce que je peux faire dans un deuxième temps, sachant que ça viendra forcément maximiser mon investissement. D'accord? Et donc à partir du moment où on arrive à effectivement pouvoir se projeter sur ces différents critères, il est beaucoup plus facile ensuite d'aller faire la visite, de vérifier quand même cette fois-ci sur le terrain, de voir si la faisabilité des différentes projections correspond bien à la théorie, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et ce qui est encore le top du top, c'est la théorie quand la théorie est alignée à la pratique. Alors là, vous êtes au top, quoi. D'accord? C'est ce qui se passe. Quand je vois que les deux sont alignés, je peux regarder droit dans mes bottes et dans les yeux le vendeur et je lui fais une offre. Après, il accepte ou il n'accepte pas. Moi, je sais que j'ai toujours une marge de manœuvre parce que je ne peux pas m'empêcher de faire des offres toujours en dessous du prix. C'est plus fort que moi. C'est comme ça. Je suis désolé. Et par contre, je sais que j'ai une marge de manœuvre. Je l'ai déjà. Et donc, si véritablement c'est une bonne opportunité, je suis aussi en capacité de dire bon, ok, j'accepte votre offre et puis on est parti là-dessus.
Ok, donc il y a un Mais vrai pour ça, changement de faut marché savoir où on qui met est en les train de pieds, quoi. s'écouler quoi, en ce moment, où il y a comme tu dis, les vendeurs perdent un petit peu la main et au profit des acquéreurs, donc c'est un bon moment pour avancer sur ce sujet-là. Donc j'en profite pour glisser une invitation, parce qu'on va refaire une conférence avec Cédric où on sera en direct, où tu pourras nous poser tes questions sur le thème d'investir dans les parkings et les box dans les grandes villes. Donc ce sera le jeudi 13 avril, et pour recevoir l'invitation, il suffit d'être inscrit à la lettre d'information. Donc je rappelle, le lien est en dessous de la vidéo pour voilà, recevoir Renta Garage et les lettres, les emails que j'envoie régulièrement. Et donc du coup je diffuserai 4-5 jours avant le lien pour cette conférence-là, où on se retrouvera le jeudi 13 avril en soirée avec Cédric et en direct. Bon écoute, merci beaucoup Cédric pour le temps que tu nous as consacré et tout ce que tu nous as raconté d'intéressant sur les parkings et les garages en région parisienne. Merci Julien pour l'invitation, et puis au plaisir donc de pouvoir échanger avec vous le 13 avril.